Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est avec un grand plaisir qu'on se réunit aujourd'hui pour la soutenance de doctorat de Madame Semach Sourida, intitulée de la thèse Comportement de mortier de béton armé géopolymère à base de matériaux locaux, encadrée par le docteur Boutelja. Donc, le jury sera composé par professeur Youssouf Youssef de l'école polytechnique d'Alger. J'oublie de dire que la thèse est co-encadrée par professeur Ziad Soufiane de l'université Clermont-Auvergne France. Les deux examinateurs à ma gauche, professeur Belachi Mouloud, Université 8045, et professeur Benoît Abdelhalim, Université 8045. Et bien sûr, professeur Youssouf Youssef de l'école Polytech d'Alger. Le jury sera présidé par moi-même, professeur Naf Azardine de l'Université de Calma 8045. Donc voilà. Madame Semach, vous avez entre 30 et 40 minutes pour exposer votre travail. À vous la parole. Merci, monsieur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je tiens à remercier les membres du jury pour leur présence et pour avoir accepté de valider mon travail. Un grand merci à mon directeur de thèse, professeur Khaled Boutelja, et mon co-directeur de thèse, professeur Sofiane Amzian, pour leurs conseils et leur encadrement tout au long de ces années de recherche. Le travail que je vais présenter aujourd'hui s'intitule « Le comportement de mortier et béton armé géopolymère à base de matériaux locaux ». Je vais présenter mon travail en 5 étapes: contexte et problématique, ensuite objectif et démarche, puis optimisation de la formulation géopolymère, après cela un comportement du terrain en béton armé géopolymère, mais enfin une conclusion perspective. Je commence donc par contexte et problématique. De nos jours, le béton est un matériau largement employé dans le secteur des bâtiments. Il est constitué généralement d'un ciment portant en tant qu'un liant principal, cependant que la fabrication de ciment portant consomme beaucoup de ressources naturelles et d'énergie. Elle s'accompagne d'importantes émissions de carbone, qui est l'un des gaz responsables de l'effet de serre et de réchauffement climatique. La fabrication d'un tonne de ciment portant génère entre 0,7 et 0,8 tonnes de carbone et consommant près de 4700 mégajoules d'énergie. Pour limiter ces inconvénients, de nouveaux liants appelés géopolymères présentant un impact environnemental moindre et offrant de meilleures performances techniques et durabilité se sont développés dans le but de réduire l'utilisation de ciment portantes conventionnelles. Les propriétés des géopolymères dépendent des caractéristiques chimiques et physiques des matières primaires, des activateurs alcalins et des conditions de durcissement. Les matières primaires utilisées dans la fabrication des géopolymères sont de nature différente et contiennent une variété de compositions minérales. Par conséquent, il est difficile d'avoir des caractéristiques constantes de ces matériaux, ce qui conduit à des changements de leur propriété d'une formulation à une autre. Les géopolymères ont été développés au début des années de 1970 par Joseph David en réponse aux dangereux de plastique inflammable révélés par plusieurs incendies en France. Les premières applications dans le secteur des bâtiments ont été développées entre 1973 et 1976 sous forme de panneaux unifugés à base de géopolymère. Le premier ciment géopolymère performant a été développé en 1983 en combinant le ciment portant des liquides de haute fourneau. Le liant géopolymère est un liant minéral de 3e génération qui il est obtenu par l'activation des matériaux aminosilicates tels que les cendres valentes, les argiles calcinées, les liquides de haute fourneau, les métaux kauna, les déchets de verre, etc. à l'aide d'une solution alcalane de silicate ou de hydroxyde de sodium qui a durci à une température ambiante ou légèrement élevée. Ce processus de formulation appelé la géopolymérisation est un processus chimique en plusieurs étapes: isolation, gélification, réorganisation et puis polymérisation et durcissement. Trois facteurs clés qui ont influencé les propriétés du géopolymère, on peut citer la concentration de l'activateur alcalin, le rapport solide-liquide et les conditions de durcissement.
Les avantages et les inconvénients des géopolymères. Le géopolymère présente des avantages, en commençant par un impact environnemental moindre, une diminution de 80% de CO2 par rapport au ciment Portland, une consommation d'énergie moindre que le ciment Portland, surtout on utilise de l'ETA, une bonne résistance au feu, des excellentes résistances aux attaques chimiques, une grande durabilité des matières, une disponibilité des matériaux primaires. Mais comme tous les matériaux, le géopolymère présente aussi des inconvénients. On peut citer le coût élevé, les conditions spécifiques de cure requise, suivant une température élevée ou avec une humidité contrôlée. Une prise rapide de béton frais qui est limitée, la maniabilité surchantée, une formulation plus complexe que celle de béton classique. La mise en œuvre est difficile dans certaines conditions, notamment avec le sonde valente comme une source d'aluminosilicate. Les applications à l'échelle réelle, en 1989, un immeuble résidentiel de 20 étages a été édifié en russe, en béton géopolymère à base de LTI, sans aucune utilisation de ciment Portland. En 1980 aussi, Lonstar Industries a construit les pistes des bases aériennes en utilisant le ciment purement, un mélange innovant de géopolymère et de ciment Portland. Aussi en 2013, en Australie, l'entreprise Monray a construit un bâtiment à l'université de Queensland en utilisant des poutres préfabriquées en géopolymère à base de LTI et de sondes valentes. D'après la littérature, la majorité des chercheurs sont focalisés leur étude sur les géopolymères à base de sondes valentes comme une matière primaire aluminosilicate. On voit que la combinaison entre le métakauna et l'ETI est explorée que de 2% dans les travaux. Le schéma à droite représente quelques travaux sur le géopolymère à base de métakauna et de l'ETI. Ce tableau montre plusieurs travaux de recherche sur le comportement mécanique de béton géopolymère. On voit qu'il y a plusieurs formulations qu'ils ont formulées avec différentes matières primaires, l'ETA, le fourneau, le sonde valente, l'argile, le silicium, le zyote, le métakauna, avec différents modes de durcissement. En observant qu'ils ont trouvé différents résultats pour la compression, ils ont allé de 19% jusqu'à 122 mégapascales, 19% jusqu'à 122 mégapascales, ce qui confirmait l'effet de la nature des matières primaires sur la résistance et sur le comportement mécanique. Par ailleurs, le béton géopolymère présente un stockage de l'énergie thermique et une diffusivité thermique plus élevée, une capacité à fonctionner de régime à température élevée à 600 jusqu'à 700 degrés Celsius. Par contre, que le béton à haute performance, elle allait jusqu'à 350 degrés Celsius. Il y a une autre étude qui montre que le béton géopolymère présente un coût de fabrication plus faible que le béton Portland ordinaire. Le coût de production globale a été réduit d'environ de 20%. Et aussi que l'empreinte de carbone du béton géopolymère était inférieure d'environ de 9% à celle du béton ordinaire en ciment Portland. En passant au comportement à la fissuration de terreau en béton armé, soumise à l'attraction, est un phénomène complexe résultant d'une interaction entre l'acier et le béton. L'adhérence entre ces matériaux assurait le transfert des efforts et influençait directement à l'apparition, la répartition et l'ouverture de fissures. Cette adhérence dépend notamment de la rugosité des barres d'armature et de la composition des bétons. Le comportement d'une poutre en béton armé soumise à une traction pure appelle un terrain et est décrit par la relation contrainte-déformation qui est obtenue lors de l'essai de fissuration. Pour le comportement expérimental du terrain, l'attraction a été divisée en trois grandes phases. Pour la première phase, le terrain est présenté un comportement élastique linéaire sans aucune fissuration, où le béton et l'acier travaillent ensemble pour supporter la charge. Pour la deuxième phase a été commencée avec l'apparition de la première fissure. L'effort axial a été transféré au béton par l'adhérence acier-béton, ce qui entraîne la formulation de nouvelles fissures avec l'augmentation de la charge. La phase se termine lorsque le nombre de fissures se stabilisait. La dernière phase, les fissures principalement se stabilisant et s'élargissant avec l'effort tandis que le terrain adapte un comportement d'élastique fissuré.
La problématique de mon travail peut se diviser, ma problématique peut se résumer en quelques interrogations. La première question concerne la possibilité de réaliser et élaborer des liants géopolymères performants et durables à base de matériaux locaux disponibles en Algérie, tels que les tuyaux de fourneau et les métakauna. On intéresse aussi à le comportement de fissuration du béton armé géopolymère. Est-ce qu'il est similaire au béton armé ordinaire ou non? Et est-ce que ces normes existantes de béton armé peuvent être appliquées aux matériaux géopolymères? En passant, pour apporter des réponses à ces questions, nous avons défini les objectifs suivants. Optimiser la formulation des mortiers géopolymères à base des matériaux locaux pour donner les meilleures performances mécaniques et durabilité. En plus, étudier le comportement à la fissuration des terreaux en béton armé formulé avec ce géopolymère et le comparer avec celui de béton armé ordinaire afin de comprendre si les normes béton armé sont applicables au béton géopolymère. Notre travail est divisé en deux grandes parties. La première partie était concernant le mortier. Dans cette partie, on a fait une optimisation de la formulation du géopolymère. On a varié les proportions des matériaux aminosilicates et les rapports molaires. On a fait une caractérisation à l'état frais et durci. Et on a comparé avec des résultats avec les mortiers portant à base de ciment. On a fait aussi une évaluation de la durabilité de la formulation optimale face à l'acide sulfurique. On a fait 3 concentrations d'acide, 1, 3 et 5%. Pour la deuxième phase, on a fait une étude sur le béton, on a fait une caractérisation du béton géopolymère et ordinaire, on a fait une évaluation du comportement de fissuration du terrain en béton armé et ordinaire et géopolymère, on a fait l'essai de traction. Je commence donc par la première partie. Les matériaux utilisés dans la première partie, on a utilisé un ciment Portland, type CM2A pour la formulation du mortier. Un liquide de haute fourneau fourni par l'unité métallique Al-Hajjar, situé dans la ville d'Annaba, a été séché à 105 pendant 24 heures, puis a été broyé pour obtenir une finesse d'environ de 5388 cm² par gramme. On a aussi utilisé un métakauna, qui a été obtenu par la calcination de l'argile de Jbel de Verre, de la qualité des terroirs provient de la wilaya de Galma. L'été a été séché à 105, puis a été broyé et tamisé à 80 micros. Ensuite, a été calciné à 750 pendant 5 heures. Sa finesse a été d'environ de 5521. Un sable de solution naturelle avec une granulométrie conformément au sable standard. Une solution de silicate de sodium commercialisée avec un rapport molaire de 2,06. Un hydroxyde de sodium et une solution d'acide sulfurique. Les deux mortiers ont été élaborés conformément à la norme européenne 196. Dans le cas de mortier géopolymère, on a fait un remplacement total de ciment Portland par un liant qui compose de métakauna, de l'éthyl, de solution de silicate et de NaOH. Les mélanges de mortiers géopolymères sont composés de 50% des matériaux aminosilicates, de métakauna et de l'éthyl. Avec un rapport solide liquide de 0,5 constant, nous avons varié 2 paramètres. La proportion des matériaux aminosilicates et la solution alcalin, on a testé 3 combinaisons. On a fait 70% matériaux aminosilicates, 30% solution alcalin, 75% matière aminosilicates, 25% solution alcalin. Et enfin, à la fin, on a fait 80 matériaux aminosilicates et 20% de solution alcalin. Pour chaque formulation, on a fait varier le rapport molaire de 1,2 jusqu'à 1,2. Les éprouvettes sont été moulées et conservées à la température ambiante jusqu'au jour de l'essai. Le choix de ces paramètres a été basé à la recherche et les travaux de David Ovid. Pour les essais à l'état frais, on a fait l'essai de la maniabilité, l'essai de temps de prise. À l'état durci, on a fait la porosité accessible à l'eau, les essais mécaniques compression et flexion, le module de l'élasticité dynamique. Les essais durcis ont été faits sur des éprouvettes prismatiques de 4,16 cm. Pour la durabilité, on a fait l'essai de stabilité à l'efflorescence, la résistance à l'acide sulfurique à différentes concentrations. On a fait aussi l'essai de la perte d'alcalinité, on a basé sur la méthode de phénophtaline. Les essais sont faits sur des éprouvettes cubiques de 5 cm. Je commence donc, en passant donc à les résultats. Pour la maniabilité, nous avons trouvé que l'augmentation de rapport molaire et la proportion des matériaux aminosilicates a été augmentée.
la viscosité et réduit la fluidité et ralente l'écoulement en raison d'une grande absorption d'eau par les matières aluminosilicates. En comparaison, on a trouvé que le mortier Portland a montré une viscosité plus forte que celle du mortier géopolymère avec un écoulement de 25 secondes. Pour le temps de prise, on a trouvé que l'augmentation des matières aluminosilicates de 70% à 80% et la diminution de la solution alcaline a accéléré le temps de prise. Et c'est que le rapport molaire le plus élevé rendait aussi la prise plus rapide car la réaction chimique s'est accélérée grâce à une plus forte concentration en solution en aluminium. En comparaison, le mortier Portland a présenté des temps de prise environ 2 fois plus longs que celle du mortier géopolymère. Pour la porosité, nous avons trouvé que l'augmentation de la proportion des matériaux aluminosilicates a été augmentée légèrement la porosité et que aussi la porosité était restée stable entre le rapport 1 et 2 et 2, donc aucun effet de rapport molaire sur la porosité. Aussi que le mortier Portland est plus poreux à 20%, alors que les mortiers géopolymères sont plus compactés à 17 et 18%. Pour l'efflorescence, l'efflorescence a été important avec 80% de matières aluminosilicates à cause d'une porosité la plus élevée qui favorisait la migration des ions. À l'inverse, que le rapport molaire le plus élevé réduit l'efflorescence. La formulation avec 75% des matières aluminosilicates présente plus d'efflorescence grâce à une matrice plus stable et mieux structurée. Pour les résistances mécaniques, nous avons trouvé que les meilleures résistances mécaniques sont obtenues à 70 et 75% des matières aluminosilicates. Après 28 jours, les résistances ont été mesurées. On a trouvé aussi que l'augmentation du rapport molaire à 1, 2 et 2 a été améliorée les résistances grâce à une meilleure isolation des matériaux aluminosilicates et une géopolymérisation plus efficace. Pour la caractérisation microstructurale, nous avons choisi le mortier géopolymère de formulation 9. Le mortier a été présenté une structure homogène et une bonne cohésion, indique une matrice globalement bien formée. Dans cette partie, nous avons testé 15 formulations. Le mélange MG8 et 9 et 10, de 75% de matériaux aluminosilicates et 27% de solutions alcalines, les rapports molaires de 1,6, 1,8, 2 respectivement ont donné de meilleurs résultats en termes de bonne maniabilité, de temps de prise, de porosité et de bonne résistance mécanique et de la stabilité à l'efflorescence. Le mélange MG9 a été choisi comme une formulation optimale car il offre des meilleurs comprimés entre la maniabilité, la résistance et la durabilité, alors que le mortier 8 est moins résistant et le 10 moins maniable avec un temps de prise plus rapide. Nous avons choisi la formulation optimale pour les tests de durabilité. Nous avons trouvé que la variation de masse a été augmentée avec le temps d'exposition et la concentration en acide. On a fait un temps d'exposition en 28 jours. Chaque 14 jours, on a mesuré les échantillons, les éprouvettes. À 1% d'acide sulfurique, nous remarquons un gain de masse pour les deux mortiers, mais pour le mortier Portland optimal, il a absorbé moins d'acide à cause de sa porosité la plus fermée par rapport au mortier Portland. À 3% d'acide sulfurique, nous avons trouvé une perte de masse modérée pour les deux mortiers. Mais à 5% aussi, on a trouvé que la perte a été augmentée, était plus importante, mais avec une dégradation qui est plus avancée, mais comparable pour les deux. Pour la résistance à la compression, nous remarquons une diminution progressive de la résistance à la compression des deux mortiers avec l'augmentation de la concentration d'acide sulfurique à 1 et à 3% d'acide. Les deux mortiers présentant une diminution de résistance similaire à 5% d'acide. La formulation optimale résiste mieux avec 39% de perte que le mortier Portland grâce à la faible porosité limitant la pénétration d'acide. Pour la perte d'alcalinité, nous avons trouvé que le mortier géopolymère a perdu 64% de son alcalinité après une exposition à l'acide sulfurique, contre seulement de 16% pour le mortier Portland. Cela a été expliqué par que le ciment Portland a formé une couche protecteur grâce au calcium, ce qui remonte la perte. En passant à le comportement du torrent en béton armé géopolymère, la deuxième partie de notre travail. Les matériaux utilisés dans cette partie, nous avons utilisé un ciment Portland pour la formulation du béton.
On a utilisé aussi un liant géopolymère qui comprenait du méthacaunates, du liquide de solution de NaOH, de la formulation optimale qu'on a trouvée dans la première partie. Pour la formulation de béton géopolymère, un autre de gâchage, on a utilisé 3 types de granulats. On a combiné entre un sable de dune naturel de 0,5, un gravé moyen 5,15 et un gravé grossé 10,25. On a utilisé pour les terrons, on a utilisé des barres d'armature de Fi12 et Fi14. Pour la formulation, le béton ordinaire a été formulé sur la norme européenne 206 pour une classe d'exposition XC4 et une classe de résistance C3037. Le béton géopolymère a été reposé sur le même principe du béton ordinaire. Dans cette formulation, on a substitué la pâte de béton ordinaire par une pâte de géopolymère qui contient du méthacaunates, de l'étayé, de solution de NaOH et de l'eau ajoutée. Les éprouvettes ont été coulées à une température ambiante et a été durcie à une température ambiante aussi jusqu'au jour des lycées. Nous avons utilisé 2 éprouvettes 10 et 15. Pour les essais, pour le béton, on a fait les essais à l'état près, on a fait l'affaissement l'air au clé. Pour l'état durci, on a fait les essais de résistance mécanique sur des éprouvettes cubiques 10-15. On a fait les essais de compression et de traction par fendage. Pour le béton armé, on a fait un essai de traction sur des terrons en béton armé de 7728. On a utilisé 2 types de diamètre Fi12 et Fi14. L'essai a été réalisé sur une machine de traction sous déformation imposée et suivie par une caméra d'auto-isolation a permis d'enregistrer des images de terrain avant le cours de l'application de contraintes. L'essai a été réalisé à l'Institut Pascal en France. On a fait des éprouvettes avec des barres d'armature centrées au centre de la barre pour un essai de traction. Avant l'essai, on a fait des mouchetés là à la surface d'échantillon pour faire des calculs de l'ouverture de fissures à l'aide d'un logiciel MatchAID pour calculer la déformation et le déplacement. Passons au résultat. Je commence donc par le nombre de fissures pour chaque cas. Pour le premier cas, le cas de béton armé de Fi12, nous avons observé l'apparition d'une seule fissure au centre de l'épreuvette, se produit dans la zone où la résistance à la traction de béton minimale. Lorsque le béton atteint sa limite, atteint la contrainte limite, à une déformation relative de 0,18 pour 1000. Pour le même béton en Fi14, nous avons trouvé 2 fissurations qui apparaissaient simultanément avec un espacement moyen entre les ouvertures 92 mm. La première fissure a été appareillée à une contrainte de déformation, à une contrainte dans l'acier à 470 mégapascales qui correspondant à une déformation relative de 0,42 pour 1000. En passant à l'étirement réalisé avec un béton géopolymère pour le Fi12, nous observons la variation de 3, nous observons l'apparition de 3 fissures avec un différent espacement entre la première et la deuxième sur 56 mm, et entre la première et la troisième on a 49 mm. La première fissure a été appareillée à une contrainte de 93 mégapascales qui correspond à une déformation relative de 0,1 pour 1000. Pour le dernier cas, avec le béton géopolymère avec un Fi14, 2 fissures apparaissant simultanément avec un espacement moyen de 75 mm. La première fissure a été appareillée à une contrainte dans l'acier de 416 mégapascales qui correspondant à une déformation relative de 0,4 pour 1000. La multifissuration dans les terrains en béton armé géopolymère est liée à une bonne adhérence entre l'acier et le béton géopolymère permettant un transfert efficace des efforts. En passant à l'ouverture du fissure et les différentes phases de fissuration, pour chaque cas, on a destiné globalement 4 phases: initiation, propagation, stabilisation et rupture. Pour le premier cas, le cas de béton armé avec un Fi12, nous n'observons aucune fissuration lorsque la déformation relative inférieure de 0,2 pour 1000. À partir de 0,2 pour 1000, on observe l'initiation de fissure. Ensuite, entre 0,2 jusqu'à 1,2 pour 1000, les fissures se propagent rapidement et progressivement
c'est la phase de la formulation de fissures. Au-delà, jusqu'à 1,6, on entra à une phase de stabilisation des fissures où les fissures restent presque constantes. Au-delà de 1,6, les fissures ont été augmentées fortement à cause de la plastification de l'acier, ce qui correspondant à la phase de fissuration. Pour les autres cas, on a observé les mêmes phases, mais celle que la déformation relative qui change. Afin de gagner du temps, je présente uniquement le premier cas. En passant à l'influence du pourcentage d'armature sur l'ouverture des fissures, pour les deux types de béton, on a trouvé que l'augmentation de 36% de la surface d'armature a été augmentée la contrainte dans l'acier et la déformation relative à l'apparition des fissures. Pour le béton armé ordinaire, on a trouvé un rapport de 36 pour la contrainte et de 43 pour la déformation. Et par contre, pour le béton géopolymère, on a vu que le rapport a été un peu important, à 4,5 pour la contrainte et 4 pour la déformation. L'ouverture des fissures a été plus importante lorsqu'on utilise des barres de Fi 12 que des barres de Fi 14, quel que soit le type de béton. Pour l'influence du type de béton sur l'espacement de fissures, le béton armé géopolymère présente une fissuration multiple avec un espacement moyen des fissures plus réduite que celle du béton armé ordinaire, grâce à une meilleure adhérence à ces bétons qui est favorisée par sa microstructurale, ce qui améliore la répartition des contraintes. On voit que sur ce tableau, les différents espacements moyens des fissures. Enfin, en passant à la conclusion prospective, d'après notre travail, nous avons conclu que le lithium de haute fourneau et le méthacam locaux pouvaient être valorisés pour élaborer des liants géopolymères performants et durables, et que la formulation optimale a présenté des performances comparables à celles de mortier Portland. De plus, son comportement face à l'attaque d'acide sulfurique confirme qu'elles constituent une alternative viable et durable au mortier de ciment Portland. Pour la deuxième partie, on a conclu que le béton armé géopolymère présentait un comportement de fissuration similaire à celui du béton armé ordinaire, avec des schémas et des distributions de fissures comparables, ainsi que la succession des phases de fissuration, la répartition homogène des contraintes et une propagation régulière des fissures montrent une bonne adhérence entre l'acier et la matrice géopolymère, favorisée par sa structure dense et cohésive. C'est constaté que les normes existantes de béton armé ordinaire peuvent être appliquées au béton armé géopolymère. Comme perspective, on peut dire que dans le contenu de ce travail, il y a plusieurs pistes de recherche qui peuvent être envisagées. Un développement de nouvelles formulations de géopolymères pour leur utilisation dans d'autres applications telles que l'ajout des fibres naturelles ou artificielles pour fabriquer des mortiers géopolymères biosourcés pour l'utilisation comme une isolation thermique des bâtiments. Une étude aussi plus approfondie le problème complexe de la fissuration des structures en béton armé, notamment l'influence des effets différents de retrait et de flayage sur l'ouverture et l'évaluation de fissures, sur des charges ou des formations imposées à long terme. De plus, la fissuration des structures de grande épaisseur, ainsi que l'effet de différents diamètres d'armature restant approfondis afin d'élargir la compréhension du comportement des géopolymères armés. Merci pour votre attention.